Pour moi, Saqqara, c'est la 9e symphonie d'Égypte. C'est autre chose. Ça semble venir d'ailleurs. La question qui revient, c'est comment ceux qui les ont bâtis ont pu les faire rentrer ici, comment ils ont pu faire pour les traîner, pour les amener et les agencer là où ils sont. C'est plus une question de technique à ce niveau-là. C'est une question de loi de la physique. Aujourd'hui, c'est impossible, on ne sait pas faire. On ne pourrait pas le reproduire. Encore, je veux bien gober les pierres transportées par bateau pour construire la Grande Pyramide. Autant là, ça va pas du tout, mais alors pas du tout du tout. Saqqara, mais c'est quoi cette dinguerie? Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, je suis toujours en Égypte et là je viens de me prendre mais alors une claque monumentale parce que je suis à Saqqara et il faut que je vous dise que la première fois que j'ai vu des photos des fameux coffres du Sérapéum, ça m'a fait exactement, mais exactement la même sensation, le même truc que quand j'ai vu les grottes de Barabar en Inde. Alors vous avez dû voir peut-être ma vidéo sur les grottes de Barabar et je savais que le Sérapéum de Saqqara, c'était un peu la même chose dans le polymiroir des coffres, mais là, c'est un truc de fou. Donc là, j'ai une sorte de sentiment qui me laisse penser que j'arrive pas vraiment à vous exprimer. Mais en fait, c'est comme si j'avais la sensation que c'était pas d'ici. Voilà, ça c'est mon sentiment perso. On a l'impression que c'est quelque chose d'autre, quoi. On a l'impression que c'est plus grand, on a l'impression que c'est plus lointain, de plus reculé, d'insaisissable, on pourrait dire. Comme si on va dire que ceux qui avaient construit ça étaient à un niveau au-delà du nôtre. Et il y a en même temps ce côté brut, il y a ce côté mastoc, mais qui côtoie un peu une finesse, une grâce avant-gardiste. Bon, pour moi, Saqqara, c'est la 9e symphonie d'Égypte. Voilà, c'est mon point de vue perso. Pour moi, c'est les grottes de Barabar d'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce côté pur dans les courbes, ce côté épuré, affiné, anguleux, parfait, c'est un style qui contraste un peu avec les paysans égyptiens de l'époque tels qu'on pourrait se les représenter, quoi. Vous savez, ceux qui pêchaient sur le Nil, qui faisaient leur feu, qui tissaient leurs pannes, qui labouraient leurs champs, etc. Vous voyez, il y a une sorte de contraste entre l'image des paysans de l'époque et les sarcophages de Saqqara. Ici, ces sarcophages, c'est vraiment autre chose. On dirait que ça vient d'ailleurs. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est comme les grottes de Barabar, ça tranche radicalement avec tout ce qu'il y a autour, avec tous les autres sites, même les pyramides aux alentours. Ici, on ne va pas se mentir, on a un mélange de genres, on a un mélange de styles. Le style est différent, les matériaux sont différents, la ligne, l'esthétique, la précision sont différentes. Même avec les pyramides de Gizeh, en fait, ça n'a rien à voir avec l'Égypte qu'on nous vend, avec la petite histoire des blocs de granit qu'on transporte sur des felouks sur le Nil. Donc encore là, je veux bien gober les petites pierres transportées par bateau pour construire la grande pyramide. Autant là, ça va pas du tout. Mais alors ça va pas du tout, Saqqara, mais c'est quoi cette dinguerie? Oh là là, putain.
oui les friends, vous l'aurez compris, il y a vraiment de quoi se poser des questions quand on observe ces coffres. Ça renvoie au rêveur que je suis, l'image de capsule à voyager dans le futur, le temps d'un sommeil éternel. Ici, on constate qu'il y a des coffres qui semblent ne pas avoir été achevés et dont les traces d'outils sont encore visibles. Qu'ils soient en granit ou en basalte, certains socles sont hétérogènes des coffres sur lesquels ils reposent, c'est-à-dire que le matériau de la base et celui des socles est différent. On pourrait même penser que certains socles semblent avoir été intervertis avec les socles d'autres coffres. Certains autres, qui sont des masterpieces, ont été polis à tel point qu'on peut y voir notre reflet. Et c'est là que les choses se compliquent, car certains coffres sont déformés comme la carrosserie d'une voiture qui aurait été tout simplement emboutie. Et là, la question se pose, comment appliquer un polymiroir sur une surface qui n'est pas plane, surface qui plus est en basalte ou en granit? Alors maintenant, imaginons que ces déformations sont postérieures au polymiroir. Quelle technologie et quel procédé pourrait en être à l'origine? Et en parlant de déformation, eh bien on trouve tantôt sur les parois, tantôt sur les socles, ce que certains appellent des cupules ou des scoop marks, des sortes de trous qui font penser aux marques que laisse une cuillère dans un pot de crème glacée. Et ce genre de marque, eh bien ça n'existe pas à l'état naturel dans le granit, et encore moins dans le basalte. Donc si cela est le fait d'une intervention, quel intérêt auraient eu les bâtisseurs à les creuser volontairement? Et à contrario, si ces scoop marks sont le fruit d'un accident, est-ce qu'une chimie minérale pourrait en être à l'origine? Car là, pour moi, ces marques sont semblables au passage d'un chat qui laisse ses empreintes sur une dalle de ciment encore frais. Les scoop marks de Saqqara sont le fruit d'une négligence et d'un accident, et ils ne me semblent pas avoir été creusés volontairement. Et lorsque l'on voit certains coffres complètement asymétriques, on a la sensation qu'ils se sont affaissés ou alors qu'ils ont ramolli comme une tourte que l'on aurait sortie trop tôt du four. Mais je ne vous cache pas que même si je savais à quoi m'attendre, même si j'avais vu des images de ces sarcophages, pour moi, on va dire, ça me retourne totalement la tête, quoi. Donc, je ne vais pas vraiment mentionner trop le mot sarcophage par la suite. Moi, j'ai plutôt parlé de coffres et pas de sarcophage. Parce que pour moi, ça ressemble plus à des gros coffres qu'à des sarcophages. Donc, ces coffres ont été trouvés sous terre dans les tunnels de ce qu'on a surnommé la nécropole de Saqqara. Et on pense, ou plutôt, il a été affirmé, vu leur taille, que c'était des sarcophages spécialement aménagés pour des taureaux sacrés, donc des représentants officiels du dieu Ptah. Mais le truc, c'est que si on s'en tient à cette version officielle, pourquoi se donner autant de mal pour fabriquer des sarcophages de pierre pour des taureaux? Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, parce que là on parle de sarcophages en granit, en grès, en basalte, qui sont dignes des plus grands empereurs. Je veux dire, même Toutankhamon, à l'intérieur de son sarcophage en or, on a un sarcophage en bois. Et oui, des sarcophages pour des taureaux sacrés qui n'ont d'ailleurs jamais été retrouvés dans aucun des 24 coffres, comme en témoigne celui qui a été dynamité à l'époque de la découverte. Bien entendu, l'égyptologie se doit d'apporter des explications et d'avoir réponse à tout. Et elle se base sur les hiéroglyphes maladroits qui tranchent radicalement avec le très haut niveau de finition et de précision de certains de ces coffres. Niveau de précision qui, là encore, pose question sur la nature des outils utilisés. Je pense, sans me tromper, qu'on arriverait à atteindre ce niveau, mais seulement avec des machines. Si vous connaissez des sculpteurs capables de faire pareil avec des outils en fer, ou en bronze, ou en cuivre, donc comme on nous le dit, et qui arrivent à faire autant de précision avec un résultat aussi beau, à la main, à vue d'œil, sans instruments de mesure, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et me dites-moi franchement si on peut le faire, et si vous êtes tailleur de pierre, si vous êtes capable de le faire. Voilà. Donc concernant la datation de Saqqara, de ce sérapéum, on s'est estimé à 3000 ans avant Jésus-Christ, mais là on estime que les gravures qu'on a retrouvées sur certains sarcophages ne sont pas très claires. Ça ne va pas du tout en fait, parce que les petites gravures, il faut en parler, ces fameux hiéroglyphes qu'on voit sur les sarcophages. En fait, ça fait débat parce qu'elles sont, on va dire, elles sont dégueulasses, elles sont mal taillées, c'est vulgaire, ça tranche avec la précision et le style des sarcophages. Par exemple, quand vous voyez les sarcophages qui ont été taillés avec des outils qu'on attribue facilement à, on va dire, soi-disant du cuivre ou du fer,
hein, soi-disant. Et quand tu vois ces gravures qui ont été faites justement après, qui sont aussi mal faites et qui tranchent radicalement avec le sarcophage et le polymiroir derrière qu'on voit dessus, on se dit qu'en fait, il y a un problème. On voit que les mains qui ont gravé ces gravures ont tremblé. C'est du travail d'amateur. C'est comme si on avait confié un tableau de Monet à un enfant à qui on avait demandé de terminer de coloriser certaines parties du tableau et que le gamin il finissait ça avec de la gouache à l'eau sur une peinture à l'huile magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je vous jure, ici, c'est vraiment la même chose. Donc ceux qui sont venus à Saqqara, vous en êtes rendu compte. Je veux dire, vous avez ces petites gravures, ces hiéroglyphes qui sont même, on va dire, pas droits, il n'y a rien qui va, quoi. Enfin bon, mais le pire dans tout ça, en fait, c'est que, comme j'ai dit, on a une finition en polymiroir sur les sarcophages, et on le voit à la lumière, hein. On voit ça, la lumière nous reflète, hein, et c'est ce qui prouve qu'il y a un problème, en fait. Et c'est ce qu'on constate, c'est que les gravures, en fait, elles ont été faites après le polymiroir. Donc, pour conserver, quelque part, si on a logique, la qualité du travail effectué sur les sarcophages, il aurait été logique que ceux qui ont bâti ces sarcophages fassent les gravures et les hiéroglyphes avant de faire le polymiroir, on va dire, et pas après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ceux qui ont construit les sarcophages de Saqqara, pour moi, et je dis bien pour moi, ne sont pas ces mêmes guignols, entre guillemets, qui sont venus tailler leur graffiti ensuite. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Là encore, on est, je pense, sur un site de réemploi. Donc, on a des personnes qui ont trouvé ces sarcophages et qui se sont réappropriés, on va dire, ces pièces en gravant dessus. Honnêtement, franchement, je ne serais même pas étonné que les gravures aient été falsifiées par des archéologues qui les ont découvertes. Alors bien sûr, ça va faire grincer des dents certains, mais je me demande si c'est pas ça, quoi. Et ce que je vous dis avec les sarcophages de Saqqara, c'est la même chose que pour les grottes de Barabar en Inde. Allez voir la vidéo que j'ai faite en 2016, vous allez comprendre. Je vais mettre le lien dans la description et pour vous, ça sera plus clair. Quel intérêt, me direz-vous, de comparer ce qui à première vue n'est pas comparable? Eh bien justement, nous sommes sur une absolue corrélation. À gauche, un des coffres du Serapeum de Saqqara, avec des hiéroglyphes maladroits qui ont endommagé le polymiroir et donc qui sont postérieurs à la construction du coffre. Et à droite, les chambres de Barabar en Inde qui présentent un degré de finition et de précision semblable au coffre du Serapeum, avec un polymiroir sur lequel on est venu graver bien plus tard des inscriptions. La qualité de ces inscriptions, que ce soit celles en Égypte comme en Inde, révèle une involution de la connaissance au regard des œuvres originales. Alors, il y a une autre question là qui remet en question les versions officielles sur l'origine et la construction des sarcophages, c'est leur emplacement. Vu comment les allées et les couloirs sont étroits, la question qui revient, c'est comment ceux qui les ont bâtis ont pu les faire rentrer ici, comment ils ont pu faire pour les traîner, pour les amener et les agencer là où ils sont. Pour certains, on est dans des cavités où on ne peut rien placer sans pousser. Vous voyez, on ne peut pas à un moment tirer, quoi. Il faut les pousser. Donc voilà. Donc on ne parle pas là de tirer plusieurs dizaines de tonnes pour les déplacer, là où on les a trouvés. Là, il est question, comme je l'ai dit, de les pousser. Donc là, l'explication habituelle, c'est quoi? Je vous demande, c'est quoi? Est-ce que c'est encore des rondins de bois? Donc il faut à un moment se rendre à l'évidence, quoi. Même si on avait déplacé les coffres jusqu'ici avec des rondins de bois, mais comment on fait pour les retirer, les rondins de bois, après, dans ce genre d'espace aussi étriqué? En fait, on ne peut pas. On n'aurait pas pu soulever ces coffres en granit pour retirer les rondins qui sont en dessous. Si tu n'as pas une grue ou un appareillage spécifique, tu ne peux pas soulever 100 tonnes comme ça. C'est impossible. Car même si on prend 200 ouvriers pour soulever 100 tonnes et 200 tonnes, non, c'est 100 tonnes maximum. Donc si tu prends 200 ouvriers pour soulever 100 tonnes, et 200 ouvriers encore, je suis gentil, tu peux facilement doubler le nombre. Mais tu les rentres où tes 200 ouvriers dans les espaces étriqués du Serapeum? Tu les mets où, quoi? C'est ça qui est hallucinant. En plus, tu n'as aucune prise sur les coffres. Si tu veux les soulever, il faut des accroches, il faut des prises pour les mains. Alors, c'est simple. On va faire une sorte de projection mentale. On va essayez-vous plutôt de vous rappeler les déménagements que vous avez fait dans votre vie. Essayez de vous remémorer ces meubles que vous avez soulevés. Essayez de vous rappeler les moments où vous avez eu à manœuvrer un meuble ou un frigo dans des angles étroits. Vous vous en souvenez comment c'était difficile? Rien que pour soulever un poids de 40 ou de 50 kg,
et que là, vous étiez en sueur, en transe, en train de gémir parce que vous n'aviez pas de prise stable ou d'accroche et que d'un coup, vous voyez, il y a le frigo ou le meuble qui est en train de vous glisser des mains et que c'est tellement lourd, que ça tire tellement dans les bras qu'il y a un moment où vous êtes contraint de tout lâcher, de juste le temps de retrouver une meilleure prise pour le soulever. En fait, là, c'est pire. Là, on parle de 100 tonnes. 100 tonnes à déplacer, à soulever. C'est 2000 fois le meuble ou le frigo. Vous voyez, ceux-là même qui vous posent problème à charger ou à décharger du camion. Alors, j'entends ici des sceptiques qui vont dire dans ce cas-là, tu fais la pédale à des pros, si tu veux déménager, eux, ils dépensent moins d'énergie que toi. Et puis, ce sont des pros, quoi. Donc, ils savent faire. Donc, le raisonnement évident, c'est qu'en Égypte, on avait des pros pour soulever et lever et traîner, pousser, tirer 100 tonnes. Donc c'est ça le délire en fait qu'on va vous répondre. Donc là, c'est plus une question de technique à ce niveau-là, c'est une question de loi de la physique. En fait, je vous explique. Pour soulever 100 tonnes, il faut plusieurs centaines de personnes. D'accord? On ne peut pas, et j'invite n'importe quel ingénieur qui soutient cette idée à venir ici, à étudier le terrain, et vous verrez que c'est infaisable dans ces espaces ici, complètement étriqués. C'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas la place de mettre 200 ouvriers pour soulever ou traîner c'est pour les plus lourds 100 tonnes. Quoi. À la limite, si seulement la nécropole avait été en granit, on pourrait se dire qu'on a creusé les sarcophages dans le Sérapéum, tout comme les 34 temples qu'on trouve à Ellora en Inde. Mais en fait, là, il n'y aurait pas de mystère, vous voyez. Mais le truc, c'est que le Sérapéum a été construit dans du calcaire. Donc en fait, le granit a été amené dans cette nécropole, puisque la nécropole étant calcaire, donc une matière beaucoup plus tendre et friable. Donc ça prouve bien que les Sérapéums ont été amenés ici après que la nécropole ait été creusée. Et là, en fait, je suis désolé de le dire, en fait, aujourd'hui, ça serait impossible. Avec tous les moyens technologiques dont on dispose, on ne pourrait pas amener des coffres de granit 200 tonnes pour les plus lourds, je parle pour les plus lourds. Et je rappelle d'ailleurs que ça équivaut à peu près à une centaine de SUV Land Rover. D'accord, imaginez 100 SUV Land Rover là à amener dans ces chambres secrètes et ces cavités. Voilà, donc aujourd'hui c'est impossible, on ne sait pas faire. On ne pourrait pas le reproduire. Et les personnes qui ont l'esprit un peu étriqué, qui pensent que c'est possible parce que c'est là et parce qu'on l'a fait, devraient réfléchir sur la façon dont ça peut être fait et aller un peu plus loin dans leur raisonnement. Et elles en viendraient au même constat, on ne sait pas faire aujourd'hui. C'est impossible à reproduire. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour vous dire comment on a taillé et aménagé ces coffres ici. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'ils n'ont pas été taillés et amenés ici de la manière dont les archéologues le soutiennent. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Le mystère reste entier. J'espère qu'un jour, on pourra avoir d'autres explications. Peut-être qu'on trouvera d'autres découvertes. D'ailleurs, notre guide qui était avec nous nous a expliqué qu'on a découvert une nouvelle nécropole avec d'autres sarcophages comme celui du Sérapéum. Donc pourquoi pas, peut-être qu'on aura plus d'informations sur ces découvertes qui pourront peut-être nous permettre de fabriquer un nouveau raisonnement et de faire cheminer de nouvelles idées. Voilà les fans, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit like qui va bien si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci encore à tous mes potes et mes copines tipeurs qui m'offrent ce petit café tous les mois. Allez, bye bye, ciao. Et sache que si toi aussi tu rêves de découvrir tous ces sites époustouflants, eh bien sache que tu peux te joindre au prochain voyage en Égypte organisé par mon association, c'est à l'hiver 2027. Il n'y aura pas d'autres sessions et bien entendu les places sont limitées.